Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission bi-hebdomadaire proposée par Wishing Light Channel et par Cody Baby Ghost. Bienvenue dans DCP du ciné et des potes. Je suis entouré de mes potes, que sont Julien, Jérémy et Frédéric. Salut à tous. Bonjour. Bonsoir à tous. Ça va. Ça va et toi? Oui, ça va. C'était une question ou c'était une... C'était une affirmation, moi je vais bien. Une Ah affirmation. ok, ah oui pardon, ça va toi? Non. Ah. Non, mais si ça va. Ah, ok. Ça va, tranquille. Aujourd'hui, une émission centrée sur le cinéma asiatique, parce que chez DCP, on est plus intéressé par Hayao Miyazaki et Kim Ji-woon que par le dernier Marvel. Mais en même temps, je pense que vous nous comprenez un peu tous. Oui. Non. Moi j'approuve. Ouais, j'approuve aussi. Après, moi, pour ma gouverne, moi j'avais la motivation d'enchaîner Kim Ji-woon avec les Marvels. Le Marvel, ouais. Ouais, The Marvels, mais vous m'avez pas suivi. Ah, j'aurais pu, mais... C'est vrai. Honte à vous. Ah, parce que tu penses qu'il aurait été bien? Non. On aurait eu un film en plus à parler. Alors, il y a de la matière avec le Miyazaki. C'est pas faux. Allez les amis, on passe aux actus. Chacun d'entre nous a retenu une actualité qui l'a marqué et je propose de commencer par Fred. Oui, bonjour. Alors moi, mon actu d'aujourd'hui, c'est que j'ai vu que le remake de Scarface, qui devait être réalisé par Luca Guadagnino, a été annulé. Et du coup, j'étais un peu en mode, ah putain, déjà, je savais pas qu'il faisait le remake de Scarface. Et du coup, un peu deg, parce que j'aime beaucoup ce réal. Et aussi, le film était aussi coécrit avec les frères Cohen. Et on sait toujours pas si eux aussi sont plus dans le projet, mais... Lucas Guadido, c'est celui qui avait fait le... Call Me By Your Name, Bones and All, le remake de Suspiria, ouais. il a fait beaucoup de remakes Ok. en fait. J'ai bien dit son nom. Luca Guadagnino. Ok, donc là on a à peine enregistré 3 minutes que j'ai déjà écorché un nom. Ouais. Et le en plus, running c'est vrai gag que là, fonctionnera aujourd'hui, j'ai toujours. vraiment peur. Mais tu les as bien dit là, les noms de réal. Je tiens à Oui, le dire. Ouais. mais du coup je coche... Tu dans t'es notre- trompé, tu t'es entraîné. Je coche dans notre cahier des charges les noms. Les vannes. C'est ça, les noms que j'écorche. Avec notre chère Adèle nationale. Oui. Jérémy. Alors, la news, c'est que enfin la grève des acteurs est terminée. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui. Bah oui, je pense. Oui, Je on pense est que si d'accord. les acteurs sont contents de l'accord... Alors, Ah. on va en parler. Alors, un accord a été trouvé entre la SAG AFTRA, donc le syndicat des acteurs, et les studios. Bon, on connaît pas encore les détails de l'accord, vu que le communiqué avec plus d'informations sur ce qui a été acté sera diffusé le lendemain de notre enregistrement, messieurs, donc on verra bien. Une partie des revendications, je vais le rappeler quand même, était une augmentation sur le salaire minimum, et selon les dires, elle aurait été augmentée et actée à hauteur de 8%. Et une autre majeure partie des revendications, c'était par rapport aux IA et au droit à l'image par rapport à ça. On en a déjà parlé lors de toute première émission, Remember. Les acteurs craignaient que les studios usent de leur image ou leur voix en clonant, ce qui permettait de créer de véritables clones numériques afin de pouvoir les utiliser sans compensation ni consentement. Je pense que du coup, là, l'accord a été trouvé et c'est tant mieux. Et il faut rappeler que la grève a quand même duré 118 jours. Celle des scénaristes, elle avait duré à peu près autant, il me semble, parce qu'elle avait commencé avant. Alors ça, j'ai plus le chiffre en tête, mais... Elle avait fini, on en avait parlé. on en avait parlé parce deux que... épisodes. je C'est crois. ça, c'était ta news, t'en avais parlé quand Ça s'est quand c'était terminé. plutôt bien suivi finalement, les deux Finalement. mouvements. Tant mieux. Julien. Achetez-vous une vie, mais qui donc a dit cette phrase? C'est notre cher Ridley Scott. Ah, pas Du haut de ses. De ce côté-là, quel âge? 80 balais? Plus de 80 balais Ouais, déjà. ouais, bah, Comment il commence à être saigné là. Ouais. La petite balle perdue pour Ridley Scott. Et donc oui, il a donc dit achetez-vous une vie aux critiques des historiens qui, avec les premiers retours sur Napoléon, ont dit que historiquement, c'était pas ça. Mais bon, est-ce que Ridley Scott en a quelque chose à faire? Non, parce que les historiens s'étaient déjà barrés du tournage de Gladiator 1. Il n'en avait rien une à faire. De toute façon, il n'a pas le temps. Il est déjà sur Gladiator 2 là. Et il y a Paul Mescal, c'est ça? Mescal. Mescal, pardon. Bon, on va cocher une note dans le cahier en plus. Paul Mescal tourne avec des chimpanzés, j'ai cru entendre Ouais, aussi. il se bat contre des chimpanzés. Voilà, Ridley Scott n'a pas le temps. Donc on Ah verra oui, ce que ça donne. il enchaîne les Il tournages. enchaîne. Et on verra ce que donne son Napoléon donc dans très peu de temps du coup. Bah ouais. On en peut-être. parlera dans DCP. Moi, mon info, messieurs, c'est que c'est officiel, on le savait tous un peu insidieusement, mais il va y avoir un film Zelda, sur une adaptation du jeu vidéo Legend of Zelda, qui va être fait en live action. C'est Shigeru Miyamoto, donc le créateur de la série chez Nintendo, qui l'a annoncé. Et il a annoncé qu'il sera le producteur avec Avi Arad. Avi Arad, c'est peut-être un nom qui vous dit qui vous parle, parce que c'est le gars qui s'occupe en fait de la franchise Spider-Man, par exemple. Depuis le Spider-Man 2 de Sam Raimi, c'est vraiment lui qui s'est occupé un peu de tout ce qui s'est passé, les Amazing Spider-Man, même ceux chez Tom Holland. C'est un peu lui qui en est responsable, mais c'est aussi lui qui s'est chargé de l'adaptation de Uncharted. Oui, c'est pour ça que ça m'étonnait, parce qu'il est plus Sony Pictures, il est plus avec Sony Pictures, alors Ah, Nintendo, un peu. Sony, donc... Un peu. Et d'ailleurs, c'est aussi lui qui s'occupe, entre guillemets, de l'adaptation de Metal Gear Solid avec Oscar Isaac, mais je sais pas, on a eu cette annonce-là il
il y a 3 ans de ce Ouais, film. mais toujours pas de. Il est dans les méandres de. Ouais, à de vrai dire, production. moi ça me va qu'il n'y ait pas de film Metal Gear parce que Metal Gear tu peux pas adapter ça en Mais film. Kojima, il est sur le projet. J'en sais rien. En tout cas, Shigeru Miyamoto, il est sur le projet de Zelda. On va voir ce que ça va donner, mais. T'en penses quoi des gens qui pensent que Tom Holland il serait bien en Zelda ou en Link? Moi je. En Link pour plutôt, que- Faut pardon. arrêter, Ouais. faut arrêter. Le mec, il confond Link et Zelda. Non mais. En 2023. Quoi? Quand même. Je me casse. Tu vas chialer? Oui, Non mais. pardon. En plus, je l'avais. Excusez-moi, hein, je suis plus cinéma que jeu vidéo. Je l'avais écrit dans mon texte. J'avais écrit pas Tom Holland en Link, s'il vous plaît. Ah bah. Voilà. Donc t'avais déjà la réponse à ma question. Ah ouais, non mais de toute façon, tu vois tous les artworks là, tous les intelligences artificielles qui te mettent Tom Holland en Link. Ah, il y a Non. vraiment des gens qui sont à fond là qui veulent Tom Holland. Et c'est parce que j'avais vu des images de ça que je posais la question Oh, non, parce que. Non. 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 En plus, on sait pas s'il y aura Link enfant ou Link adulte. Bref, on passe, messieurs dames, aux chiffres de Jérémy. Et bah bonjour à tous et bienvenue dans les chiffres de Jérémy. Pour cette 4e émission, j'ai décidé de vous faire jouer encore une fois parce qu'en ce moment j'ai envie de vous faire jouer. Je vous propose aujourd'hui de deviner des films avec des chiffres dans leur titre. Alors les titres, ça peut être soit un chiffre seul, soit il y a un chiffre qui est dans un titre. Tu vois. Enfin voilà. Je sais pas si c'est clair, mais attends. Je vais vous donner un exemple. Ça sera toujours sur la même base. Je vais vous donner un exemple. Le premier qui me donne la réponse a un point. Je vous préviens, vous avez le droit de me couper la parole comme des gros sagouins pour donner la réponse pour la gueuler. Voilà, parce que c'est clair. C'est clair. C'est clair. Ok. C'est clair. Donc mon exemple, l'exemple. Alors c'est l'histoire d'un mec qui fait du trekking et ça tourne mal. 127 heures. 127 heures. Putain. Alors, Voilà. Déjà 147 heures. J'étais sûr qu'il y avait ce film-là, mais en fait, j'ai oublié ce que ça voulait dire, ce que voulait dire trekking. Du coup, j'ai bégayé en mode genre. Donc voilà, donc ça sera toujours sur cette base-là. Donc c'est l'histoire de voilà de quelqu'un et qu'est-ce qui se passe un peu dans le film. Et donc le premier qui me trouve le titre du film a son point. Et comme la dernière fois, celui qui gagne aura le respect et l'honneur de tout le monde et peut-être une bière en prime. Allez. Il y a eu la bière ou pas là? Moi, Est-ce j'ai qu'il eu y a ma bière. Il a eu sa bière. Je Il a eu- tiens à mais le toi- mais préciser. toi aussi tu devais avoir une bière de lui. Moi, je lui ai donné la bière le soir même. Ah. Moi, j'ai attendu une semaine, ma bière. Le soir même. Bah, c'était tu des- l'as eu quand même, te plains pas. Attendez, c'était des bières pression dans un bar? Oui. Oui. C'est bien. Alors c'est l'histoire d'un mec qui a un procès et qui est pas de l'avis de tout le monde. 12 12 hommes hommes en en colère. C'est Fred pour- l'avait en premier. J'ai l'impression que c'était Owen, mais. Ouais, mais Non, en non, fait, je l'ai- Est-ce que je- il a commencé avant moi et j'ai parlé plus vite, mais vas-y, Fred, c'est toi qui l'avais. C'est gentil. D'accord. Non, mais en vrai, ok, c'était. point pour Fred, toi, mais c'est je le prends, merci. C'est très louable de la part d'Owen. Merci, Owen. Voilà. Mais ça Je vais te ça te fera pas gagner en fait. Alors c'est l'histoire d'un mec qui déloge des étrangers mais qui finit par devenir l'un d'entre eux. Je vais dire la liste de. Mais... Putain, j'avais plein de noms de films avant qu'on fasse Il l'enregistrement. est et là, j'ai méchant, plus rien. il est méchant, mais il comprend que c'est horrible. Et... Tu peux redire? C'est l'histoire d'un mec qui déloge des étrangers mais qui finit par devenir l'un d'entre eux. Un étranger. Mais D'accord. Alors, Ah ouais. je voulais pas dire parce que étranger, je voulais pas dire le mot exact parce que sinon ça aurait été trop simple. Mais pensez à des comment on dit étranger on peut dire étranger en anglais. 12 Stranger? Ah, je pensais pas que c'est celui-là qui vous ferait chier le plus mais Ah ouais, zut. Ah, j'ai pas du tout. Un petit indice? film de science-fiction 12 Monkey. J'y ai d'un pensé, continent où on n'en fait pas des masses de films de base et encore moins de science-fiction. District 9. Voilà. Oh, j'ai pas vu donc je. Ah bah mince. Donc District 9, c'est un point C'est pour pour Owen. ça, ok. Alors c'est l'histoire d'un mec qui se réveille, il n'y a plus personne dans Londres. 28 jours plus tard. Non! Si! Je la voulais, je l'avais mémorisé, j'étais en mode putain, je vais le T'es dire. prêt? C'est l'histoire d'un mec qui aime se battre et se beurrer la biscotte. Ouais, Ouais, 717. 117. Oh, synchro. Ah ouais, là c'est un peu On partage le point. draw, ouais. Un point chacun. Draw, un point chacun. Ok. Bon, j'avais précisé le premier quand même, mais bon, allez, on va dire que je vous l'accorde quand même. C'est l'histoire d'un mec qui se retrouve dans un aéroport, mais c'est la merde puisqu'il y a des terroristes qui se pointent aussi. 58 minutes pour vivre. Oui, bien joué. Ah, ok. Bien joué. A.K.A. Die Hard 2. Moi, j'ai pensé au film de Clint Eastwood, tu sais, mais c'est dans un train avec les soldats américains. Ah oui, c'est récent, ça. Le truc, Il y le a 2 ans. 15-17 pour Paris, là. c'est ça, c'est l'horaire du film, mais enfin l'horaire de la. J'y ai pas pensé à celui-là, il est pas dedans, donc t'as pas de. C'était pas un film très mémorable. Oui. Alors c'est l'histoire d'une femme qui se réveille dans un bunker sans trop savoir ce qui se passe à l'extérieur, mais le mec qui est avec Tel elle- Cloverfield Lane. Ouais, bien joué, bien joué. Alors c'est l'histoire de mecs musclés en slip et il y en a un qui aime bien gueuler. Ah. Ah merde, je pensais qu'il allait être super simple celui-là. Ah. D'un mec en slip. C'est l'histoire de mecs musclés en slip et il y en a un qui aime bien gueuler. Je sais pas pourquoi je pense à American History X, mais c'est pas ça. En slip. Genre vraiment slip. Vraiment, c'est un slip caleçon ou slip?
Et quand vous allez avoir le titre, vous allez dire mais oui. J'imagine les bodybuilders autour de Hal dans Malcolm là. Attends. Non, on va l'avoir, c'est pas possible. Il y en a combien? Mais je peux pas le dire, c'est. C'est le chiffre du film. Ah merde. C'est ça? Bah alors. Bah ok. oui, mais là, il y a plus beaucoup de possibilités maintenant que vous savez ça. Hein. Ça te met en slip. Les Une mercenaires du slip. Une adaptation. C'est une blague, en fait, le slip c'est une tenue, c'est pas un slip, c'est ça? Oui, c'est une tenue, mais. Ah bah 12 hommes. Non. 12 hommes en slip. 12 hommes en colère et 12 en hommes en slip. slip, en Et musclés. colère. Non, c'est une adaptation de Frank Miller. Ah 300. Mais oui, putain. Ah, enfin. bah oui, putain. Ah, mais c'était dit comme ça, c'était un peu maintenant, évident. Oui. C'est un peu évident. Alors, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui veulent gagner un peu de fric en étant moniteurs dans un camp de vacances, mais les gamins les verront pas. Vendredi 13. 13. Ouais, Oh, bien joué, Owen. Et je suis trop fort pour toi. Un peu trop rapide. C'est l'histoire d'un mec qui pensait qu'il allait aller à la retraite tranquille, mais dans une semaine, mais il y a un mec qui a décidé de commettre des crimes. 49-3. Non. Ah non, zut. 49-3, c'est quoi ce Seven. Seven, bien joué. Owen. Non, Owen, je sais, quand mais même. je l'ai sacrifié pour une blague, c'est pour Ok. ça. 49-3. Ok, j'avoue, c'est pas mal. T'es horrible. T'es horrible, le garçon. Morgan Freeman face à Elizabeth Bourne. 49-3. Mais oui, Seven, le meilleur film de David Fincher. On sait pas, on n'a pas encore vu The Killer, il sort demain, le lendemain de notre enregistrement. Mais il y a déjà des gens qui l'ont vu. Enfoiré. C'est l'histoire d'un mec qui conduit son taxi, mais il y a Mila Jovovich qui tombe dedans. 5ème élément. Bien joué. Putain, mais t'es trop fort à ce jeu. Viens, on change. On arrête de faire des jeux. Ouais, Fred, il y a beaucoup de questions encore. Fred, il en a marre. Il m'en reste 5, 6. Ok. 5-6. C'est bon, pas de plainte pour moi. C'est l'histoire d'un mec qui sort de prison, mais on a l'impression qu'il veut y retourner direct, vu qu'il monte une équipe pour braquer des casinos. Ocean's 11. Bien joué. Il est au taquet, Non, mais Owen. ça se voit, Jérém, il t'a fait tous les trucs. Il t'a donné Ah non, tous je l'ai les fait points. hier, tranquille, il était pas à côté de Ouais, moi, rien du Il tout. est en symbiose. C'est l'histoire d'un ado qui adore faire du skate. Mid-19s. Putain, bien joué, Oh, j'étais sûr je qu'il allait l'avoir, Fred. J'allais le dire. Bien joué. Je l'aurais À pas. 24, les gars, personne me teste à 24. Je ferai un jeu spécial sur les films à 24, comme ça Ok. Fred il sera content. Merci. C'est l'histoire de deux gros matous qui sont séparés mais qui vont se retrouver. Deux frères. Bien joué. Très fort, très ouais, fort. Tu l'as vu? Oui, quand j'étais gamin, je l'avais vu au cinéma, mais je l'ai jamais revu depuis. Ah, trop bien. Au cinéma, ça doit être sympa. Ouais, je m'en souviens à peine. Ok. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui allait interviewer un milliardaire et ça va finir dans des trucs dans 50 une nuances de grec. Ah, bien joué. Bah quand même, attends, une jeune femme, un milliardaire, des chiffres, du Oui. sexe. Je vais pas parler de sexe, monsieur. Ouais. J'ai aucun moment évoqué ça. C'est l'histoire d'un mec qui se voulait se barrer avec la femme qui vient tout juste d'épouser, mais il y a un gars qui l'avait arrêté qui veut revenir lui régler son compte. Alors c'est un peu long, attends. J'ai un peu pensé à Super de James Gunn, mais c'est pas ça du coup. C'est l'histoire d'un mec qui voulait se barrer avec la femme qui vient tout juste d'épouser, mais il y a un gars que le mec avait arrêté qui veut revenir dans la ville pour lui régler son compte. Mais c'est le mec vengeur qui est le héros du film, je suis sûr c'est ça. J'ai plein de films, mais pas de chiffres. Donc, C'est ça le problème. Ah. ça me saoule. Ça me faisait Je- penser voilà, un peu je- au nerf à vif, mais... Ouais. Alors c'est sur celui-là, je pensais que vous allez galérer, donc je vois que ça fonctionne. Et on a droit à un indice. Ouais. Alors, vous avez le droit à un indice, c'est un film d'un genre qui ne se fait plus trop aujourd'hui. Un western. 3h10 pour Yuma. Non. Non, attends... Le train sifflera 3 fois. Voilà, bien joué Julien. Oh, Bien, très bien joué, très bien. beau gosse, ça mérite Beau 2 gosse. points. Ah, bah si tu veux, allez. Non, je, non, suis allez, un, je suis un donneur de points moi. De toute façon j'ai gagné, je suis là. il nous offrira sa bière. Et Ouais, donc, le dernier, c'est l'histoire de mec qui se retrouve avec un bébé sur les bras. C'est un film français. Eh ben j'ai pas. Attends, on va l'avoir, c'est pas possible. Il est récent le film? Non. Très vieux? Enfin, très vieux, ça dépend ce que t'appelles par très vieux, mais... Allez, c'est 80, Avant 2000? Avant 2000, ouais. 90 à peu près. Ouais, je crois, ou la décennie avant, mais... Film français... 3 hommes et un couffin. Bien joué. Et Eh. Et donc, Ça fait c'est combien de ainsi points que s'achève sur 3 hommes et un couffin ce jeu. Et donc, Owen a 2 points. Oh la vache. C'est un braquage. C'est Un braquage. ça s'appelle un braquage. Frédéric 2 et Julien 5. Écoutez, j'ai participé. écoutez, mon Ah. alcoolisme ne se réglera pas cette semaine. Oui. Donc, tu as gagné. Le respect de tous et la bière, bien joué. Et on doit tous lui offrir une pinte, chacun. Ah bah non, sinon on va Mais à se- chaque fois, je suis le seul à applaudir Owen, c'est dingue ça. pardon. mais- À chaque... Enfin, Owen, enfin, le gagnant du jeu, quoi, merde. Chacun. J'aime bien le Allemand. lapsus là-dessus. Il confond gagnant et Owen. Oh, Ah, quel honneur. voilà. Bon allez, on en a fini avec les chiffres et les jeux, messieurs, on passe aux critiques des films. Et du coup, comme promis, nous parlons
2 films asiatiques. Et le premier, c'est le retour d'un géant de l'animation et même du cinéma japonais en règle générale. On parle bien sûr de Hayao Miyazaki et de son dernier film, Le Garçon et le Héron. Mon petit Maito, maintenant c'est moi qui vais être ta maman. Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir. Maito, sauve-moi! Il y a eu beaucoup de gens blessés et même des morts. Donc du coup, Le Garçon et le Héron, qui est le premier film de Miyazaki depuis 10 ans, de quoi ça parle? C'est après la disparition de sa mère dans un incendie, Maito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où il a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et de ses questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Et c'est marrant parce que quand je lis ce pitch-là, qui est le pitch officiel, j'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincu. Ouais. Et pas moi-même, du je tout. suis pas convaincu. Ouais. Je me dis, mais attends, mais pas du tout. Bah, C'est- un petit peu, mais genre c'est une amorce de ce qu'est le film que tu comprends pas ce que ce sera. Mais Le héron n'est pas du tout là pendant tout le truc. Enfin, il l'abandonne, il revient. Tu comprends pas. Commence pourquoi pas il à est là. parler du film, faut qu'on donne notre Pardon, avis. excusez-moi. On le va- principe c'est qu'on est là pour parler du film. Oui, mais commençons mais par qu'on donner donne, notre avis chacun notre général, avis, voilà. Donnons un avis. Alors, chacun. Qui va défendre Ok. ces films, qui va le défendre, qui va être mitigé. Qui va défendre le Alors, garçon Léon? Moi, ce que je dois dire, c'est que j'y suis allé très optimiste parce que je suis pas un très grand fan. Enfin, j'aime bien le cinéma de Miyazaki, j'en suis pas fou furieux, mais il y a des films que j'aime bien, il y a des films que j'aime moins. Mais j'y allais avec un certain espoir en me disant c'est du Miyazaki quand même, ça va valoir le coup. Jérémy, Bah, du coup, moi je suis allé à la même séance qu'Owen et c'était un peu deux salles, deux ambiances. Parce que je tiens à préciser que Miyazaki, c'est un cinéma qui ne m'attire pas du tout, mais absolument pas. C'était le premier Miyazaki que je voyais. Et d'ailleurs, Owen a fait une super photo de ma gueule avant de voir le film et j'étais vraiment très heureux d'être là. Donc, et j'ai tiré cette gueule-là pendant tout le film, donc c'est pas très bon quoi. Bah, écoute, moi, Miyazaki, c'est un cinéma que j'ai découvert très tard, même très récemment, mais j'ai toujours une grande tendresse pour ce cinéma, surtout la période plutôt occidentale, donc tout ce qui est plutôt Château dans le ciel. Je suis moins fan des derniers films à partir de tout ce qui va être Chihiro, cette vibe-là. On se concentre beaucoup plus sur tout ce qui va être folklore japonais, avec toutes les créatures, les monstres, et tu retrouves beaucoup de Chihiro dans Le Garçon et le Héron. Je trouve notamment avec le côté très dimensionnel de tout cet univers qui se déploie au fur et à mesure, qui est assez différent de ses premiers films. Si tu prends Château dans le ciel, tu prends même Totoro, en fait c'est très figé finalement. Et j'ai quand même, moi personnellement, j'ai envie de défendre le film, mais je comprends. Je comprends que tu vois ce film, tu peux te dire qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est un gros bordel. je pense que c'est un très mauvais film pour commencer Miyazaki. Et je pense que t'as pas de chance, Jérémy. Mais Fred, c'est quoi ton ressenti toi sur Miyazaki en Bah, général? moi, c'est l'inverse de Julien, c'est que j'adore ce cinéma, j'ai grandi avec depuis que je suis gamin, et en fait, moi, j'aime beaucoup plus la phase avec tout ce qui est folklore japonais, comme tu dis, genre Voyage de Chihiro, Mononoke, Ponyo, je sais pas trop. Ponyo, je l'ai pas vu. Ouais, tu vois. Mais donc, moi, j'aime beaucoup, et j'y allais vraiment à fond. Je me disais, bah, c'est un Miyazaki, c'est sûr, ça va être trop bien. En plus, là-bas, le héron, nanana, j'étais trop à fond, et très, très déçu. Aïe, Voilà. coup dur pour Guillaume. Très, 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 très déçu. Bah moi je dois avouer que moi aussi je me suis salement ennuyé. Et l'avantage quand tu t'ennuies beaucoup dans un film, c'est que t'as le temps de réfléchir à pourquoi tu t'ennuies. Et moi il y a une raison très particulière pour laquelle j'aime pas le film. Je sais pas si vous me permettez de le dire maintenant. Ouais, vas-y. C'est que c'est un film d'introspection. Oui. C'est un film dans lequel Miyazaki va beaucoup évoquer son histoire à lui, son rapport à l'industrie, ses influences artistiques aussi. Donc c'est un film qui, au-delà d'être un film qui se veut narratif, c'est un film sur... C'est un réalisateur qui se parle à lui-même. Mais il y a deux problèmes avec ça. De un, c'est que il se parle tellement à lui-même qu'il oublie de raconter un film. Enfin, en tout cas, il oublie de raconter une histoire, ou en tout cas, c'est pas son intention. Sauf que si toi, t'es un spectateur lambda, si t'es pas un néophyte de Miyazaki, tu comprends pas tout ce qu'il veut raconter, t'es perdu. Et de deux, c'est que le film qui raconte, la façon dont il la raconte, je la trouve pas très intéressante. C'est un film qui se balade beaucoup à droite à gauche, sans jamais trop structurer un univers qu'il veut pourtant développer. Et parce qu'il y a un univers dans ce film-là dont les règles et les concepts changent toutes les 5 minutes, ce que je trouve un peu emmerdant. Je trouve que du coup c'est un film qui est très laborieux à suivre, parce que tu comprends jamais où est-ce qu'il veut t'emmener, et à moins d'être très connaisseur, t'es mis sur le carreau. Moi, ce que je me suis fait comme réflexion, c'est que je me suis dit, d'un côté, tu prends le film uniquement pour ce qu'il est, c'est-à-dire tu prends Le Garçon et le Héron, on peut dire que c'est un film moyen et confus, mais après, en tant qu'œuvre de Miyazaki, c'est là qu'il prend tout son sens. Mais c'est peut-être ça le problème, en fait, c'est que ce film n'existe que si on le met dans un contexte, donc toute l'œuvre de Miyazaki, mais pas pour lui-même. Du coup, tu te retrouves, si tu le prends de manière individuelle, tu te retrouves avec un truc pas vraiment fini, pas vraiment existant.
Parce que c'est vraiment un film tiroir. Enfin, t'as l'impression qu'à chaque moment, chaque seconde du film, c'est Miyazaki qui tire un tiroir, qui dit ça c'est mon époque 90, ça c'est mon époque 2000, ça c'est le côté nature antimilitariste, ça c'est mon côté j'adore le folklore japonais. Et tu te retrouves partout. Mais après, les scènes sont magnifiques. En termes visuels, tout est magnifique dans ce film. Mais c'est peut-être le problème. T'as pas de narration. C'est un peu un gloubi-goulba, si on peut dire ce terme. C'est pas le mot, c'est gloubi-boulga. Attends, tu l'as dit comment? On a pas eu ce débat la dernière fois. On n'arrive pas à lire ce mot. Ouais. C'est un gloubi-truc. Et voilà, je peux comprendre que ça... Même moi, je suis sorti, j'étais en mode, bon, j'ai pas tout compris. Du coup, j'ai un peu l'impression quand même qu'il avait une sorte de cahier des charges, quoi. C'était genre personnage féminin hyper indépendant, créature... Enfin, il y a plein de trucs, comme tu dis, genre il signe, il coche des cases et puis ça avance pas, en fait. Moi, j'étais super content à l'instant où t'as le garçon qui entre un peu dans ce monde, son nature, etc. Mais j'ai l'impression que rien n'est développé et que ça va plus lent, quoi. Oui, et en plus, moi je trouve ça con, c'est que il arrive, c'est un petit spoil, mais il arrive dans cet univers-là au bout de 45 minutes de film. Oui, ça prend beaucoup de temps, c'est vrai. Il y a 45 minutes qui sont entre guillemets du développement, mais qui n'en est pas vraiment parce que c'est du développement pour de l'exposition artistique introspective, encore une fois. Et mais il y a plein de trucs qui sont mis en place et qui trouvent aucune finalité ou genre qui sont pas développés. Je sais pas, j'ai l'impression la peur du feu, est-ce qu'elle est... La peur du feu, j'ai un peu oublié. C'est vrai que je l'ai oublié, tu vois. Tu vois, genre, j'ai pas l'impression qu'à un moment ils sont une épreuve avec. Peut-être en fait. C'est juste un trauma de. Je sais pas. Non, mais tu vois, j'ai l'impression qu'ils forcent de ouf dessus quand même dans l'ouverture, la première séquence du film. Pas parce que c'est un film qui se situe aussi pendant la Seconde Guerre mondiale et que forcément Miyazaki, surtout avec son âge, c'est la génération qui a porté le fardeau des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Et de toute façon, ça s'est toujours ressenti dans son cinéma. Ce rapport-là. En tout cas, dans les films un peu plus pas contemporains, mais qui se veulent moins dans le folklore. De toute façon, si tu regardes, si tu prends Le Château dans le ciel, par exemple, qui est vraiment le gros film antimilitariste de Miyazaki, t'as ce côté, tu échappes à la guerre dans le merveilleux et le fantastique. Donc, tu échappes à la guerre avec Laputa, c'est ça, dans Le Château dans le ciel. Oui. Tu t'enfuis dans cet univers. De fantasy et c'est un peu la même chose là dans Le Garçon et le Héron, c'est la fuite de la guerre en travers encore une fois un château finalement. Oui, mais c'est marrant parce que là on parle de l'antimilitarisme, le rapport au militarisme il survient un moment dans le film, dans Le Garçon et le Héron, mais il arrive dans les 20 dernières minutes du film. Il est brouillon, même on peut le dire honnêtement. Oui. C'est très balancé comme ça. Oui, c'est ça, c'est que dans l'univers, alors il y a des perruches. Les perruches, on te les présente comme des animaux qui mangent des gens. Du coup, moi, je suis parti du principe que les perruches, c'est des animaux sauvages, comme les pélicans. Sauf que non, dans les 20 dernières minutes du film, t'apprends quoi? Que les perruches sont une monarchie, qui ont un roi, qui dirige politiquement un peu... Quoi? Ah ouais, il ajoute plein de trucs. C'est d'ailleurs assez là, sur ce coup-là, très peu compréhensible entre le rapport, parce que t'as le grand maître qui serait plus ou moins le double de Miyazaki. Oui. Mais d'un côté, c'est lui qui gère cet univers, mais il y a le mec des perruches qui est aussi roi dans cet univers. Mais en même temps, il y a la sorte de pirate que trouve le garçon à un moment. Et en fait, t'as toujours plein de personnages qui surgissent comme ça, qui semblent être indépendants, qui ont leur propre monde, leurs propres règles. Et c'est ça, c'est assez flou en fait. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de choses. L'univers change tout le temps d'un coup. Et c'est vrai que ça donne d'un côté, c'est c'est vraiment magnifique visuellement, mais ça donne une vraie confusion narrative. J'allais en parler justement de l'animation. J'ai l'impression qu'il a plus été. J'ai pas vu les précédents, mais il y a beaucoup d'anamorphose dans le film. Au tout début, quand il est dans les flammes, justement, l'enfant, il tente des trucs super beaux. Et ça se répète un peu dans le film. Et donc, il y avait des trucs un peu... Ouais. Puis même le héron, le personnage du héron qui change de forme, en tout cas, qui a 2-3 chara-design différents, qui sont assez perturbants d'ailleurs. T'allais dire, Jérém ? Non, mais voilà, c'est peut-être le seul truc sur lequel je vais pouvoir dire quelque chose, parce que j'y connais rien en Miyazaki et que je bois vos paroles depuis tout à l'heure, mais c'est que oui, je trouve l'animation absolument superbe, mais ça n'empêche pas que je me suis pas mal emmerdé. Et je tiens à dire aussi que la musique, j'ai quand même trouvé appréciable. Je pensais aussi, j'allais c'est vrai que c'est dommage que je commence par celui-là, parce que du coup ça te donne vraiment pas envie de voir la suite. Parce que là, vraiment, j'ai vraiment rien à dire, à part l'animation elle est jolie, mais je me suis emmerdé, j'ai pas compris, j'ai pas... Mais encore une fois, je pense que c'est un film qui est destiné... c'est Miyazaki qui se parle à lui-même. Ouais, genre, c'est personnel. Il essaye même pas de parler à ses fans qui le connaissent sur le bout des doigts, il se parle à lui-même. Il parle en plus de ses questionnements sur est-ce que quelqu'un va prendre ma succession, genre tout ce rapport à l'héritage. Quand tu connais son cinéma, son rapport à l'industrie et son rapport aussi familial, là, je pense que le film gagne un peu de sens. Il n'en gagne pas assez à mon sens pour sauver le film, parce que pour moi il y a beaucoup trop de points noirs, mais tu peux y trouver un certain intérêt
si t'es un fan ou en tout cas un connaisseur et un passionné du cinéma de Miyazaki. Mais pour quelqu'un qui veut y rentrer, justement, je trouve que le film est giga rebutant. Moi, les meilleures scènes, c'était la bouffe. Il y a toujours un film de Miyazaki, la bouffe. Oh là, il coupe le poisson. Mais... C'est vrai que ça donne faim, là. Non, mais vraiment, je trouve ça incroyable dans son cinéma. C'est dès qu'il y a de la Ça bouffe. t'a donné faim comme Sodis, quoi. C'est fou. Il y a même des comptes Instagram qui font que des publications de bouffe de Miyazaki. Genre. C'est vraiment un vrai truc. Et là, ça marchait très bien avec les poissons. C'est Scorsese et Miyazaki, la bouffe. Oui. Hong Sang-soo aussi. Oui, Pour mais rester voilà. dans le cinéma asiatique et que je case un peu Mais les trucs quand même. j'espère en tout cas, Jérém, que quand on verra d'autres, parce que c'est incroyable. Mais non, mais comme je l'ai C'est- dit au début, c'est pas un cinéma qui m'attire de fou. Le film qui m'attire le plus de lui, c'est Princesse Mononoke, on va dire. Ouais. Qui De est ouf. mon préféré. Enfin, c'est pas Ouais. mon préféré, mais c'est le meilleur. Moi, c'est Chihiro. C'est un peu basique, c'est le préféré de tout le monde. Ah, je sais, Chihiro. mais en vrai, c'est le château dans le ciel. le seul qui m'attire, c'est Princesse Mononoke. Les autres, j'ai pas vraiment Ok. j'ai pas vraiment envie d'y aller, quoi. Shiro, moi, ça m'a pas plus subjugué que ça. Non, mais en fait, c'est même que j'arrive pas spécialement à comprendre ce qui se passe dans Shihiro. Autant le château dans le ciel, il y a une super histoire, j'adore ça. Mononoke, c'est quand même vachement impressionnant comme film. Totoro. Même Totoro, moi. J'aime beaucoup Totoro. Ouais. Totoro, ça m'a mis trop dans la bonne vibe, tu vois. C'est Et tout Kiki tendre. la petite sorcière aussi, c'est très très sympa. Ça, j'ai pas vu. Mais Shiro, Shihiro, moi, ce que j'avais bien aimé, c'était un peu le côté on te pointe du doigt un méchant, mais en fait, c'est pas du tout un méchant. Enfin, il y a beaucoup ça dans Miyazaki souvent. On pointe du doigt genre le méchant, le gentil, mais à la fin, tout est flou en fait. Tu sais plus qui est le grand méchant loup et le héros. oui. C'était beau. Et- Bref, C'était Et un beau film. d'ailleurs, le peut-être dernier truc que j'aurais ajouté, je sais pas si vous y avez pensé, moi ça m'a fait beaucoup penser à comment il s'appelle, à Makoto Shinkai, Ok. si je dis pas de bêtises sur son nom, celui qui avait fait Your Name, Les Ok. Enfants du Temps et qui dernièrement avait fait Suzume. Et je trouve au niveau que ce soit de l'animation qui est peut-être beaucoup plus contemporaine, parce que c'était son dernier film daté de 10 ans, Miyazaki, mais même en termes de thématique, j'ai trouvé qu'on aurait dit un film un peu à la Suzume ou Les Enfants du Temps, où tu as ce côté vraiment de porte, où tu traverses des univers, où ce que tu fais dans l'univers a un impact sur le monde réel, etc. c'est marrant parce que moi, j'allais dire Satoshi Kon. Après, Sans- c'est peut-être un peut-être on peut trouver peu aussi du- aller loin, quoi. Mais C'est- tu vois. Satoshi Kon, c'est quand même vachement plus Non, contemporain. mais tu vois, et, quand je vois des personnages se fondent dans les décors, il y a un peu ce truc à Satoshi Kon aussi, quand même. Paprika, c'est. T'as un Ouais. côté très liquide chez Miyazaki. Enfin, tu vois, t'as le personnage qui fond un peu, Mm. même dans la grosse première séquence où dans les flammes où t'as l'impression que les personnages ondulent au gré C'est du ça. feu. C'est là où je disais Anamorphose, tu vois, justement. Il a beaucoup tenté des trucs dans celui-là. Mais j'ai quand même l'impression de retourner un peu dans un vieux cinéma d'animation japonais, tu vois. Contrairement à. Moi, la référence que j'ai, du coup, c'est Your Name. Mais Your Name sonne beaucoup plus contemporain Oui. que Le Garçon et le Héron, alors que Your Name, ça a déjà 7 ou 8 ans dans la gueule maintenant. Ouais, pas loin. Mais en tout cas, si je peux conclure sur Le Garçon et le Héron, c'est que je ne conseille pas Le Garçon et le Héron. C'est un film que je n'aime pas. Voilà, c'est un film qui m'a emmerdé. On est un peu méchant, je trouve, quand même. Oui, mais bon, moi c'est le sentiment que le film a donné. Mais par contre, je peux tout à fait conseiller Miyazaki et à Jérémy, je te conseille Miyazaki. Même et si je t'es te pas conse- intéressé. Voilà, je te conseille. Orange Mécanique, tu vois, Orange Hein Mécanique, on va te prendre, on va te mettre tu vois, des trucs dans les yeux. On va te dire, regarde Miyazaki. Non, mais je te demande pas d'aimer Miyazaki parce que je comprends Non. tout à fait. Moi, j'ai jamais été fan du monsieur. Mais par contre, Mononoke, Totoro, c'est vraiment des super bons films, quoi. Ouais. Ouais, non, mais après, c'est un débat qu'on pourrait avoir dans une carte Joker. C'est les réalisateurs dont le cinéma nous attire pas du tout et qui. Moi, ce que je dis, c'est forcément, qu'on tu vois. va peut-être que tous les trois, même tous les quatre, bon, tu couperas ça. Le truc là de regarder un film chacun là tous les soirs là. Oui, avec Jérémy et un autre ami, on avait un concept. On regardait 3 films d'affilée et chaque film était un classique que l'un d'entre nous n'avait pas vu. Et bah mec, moi je vais placer du. Mais fais-le, donc du coup, je serai un peu forcé, mais je regarderai. D'ailleurs, alors peut-être à cet ami qui nous écoute, qui a vu le film au Japon au moment de sa sortie et sans sous-titres. Est-ce que t'as compris quelque chose? C'est ça, quand je lui ai demandé ce qu'il pensait du film, il m'a dit ouais non, en vrai j'ai compris. Je lui ai dit sérieusement, t'as compris? Ouais, j'ai compris les grandes lignes. Même moi j'ai pas compris les grandes lignes du film avec les sous-titres. Tu es un menteur. Dis-nous les termes, dis si t'as vraiment compris. Voilà, mais on t'en veut pas, on te juge pas. Mais J'aime bien comme on prend en partie un mec dans un podcast. et il se reconnaîtra s'il fait partie de nos auditeurs. Je pense pas. Et toutes les autres personnes, elles vont se dire, mais putain, mais j'en ai rien à foutre, il parle de quelqu'un, je le connais pas. J'avoue. Bon les gars, Les oui, chiffres, les bah, chiffres, bien les sûr. chiffres, au moins, c'est pardon. peut-être la seule fois où je vais parler pendant cette critique. Donc, un peu compliqué de connaître les budgets des films asiatiques parce que du coup, il y a des conversions à faire à foison. Mais de ce qui a l'air de se dire de la vie générale, si on veut ramener ça en dollars, ça ferait 53 millions de dollars de budget pour Le Garçon et le Héron.
Je peux pas parler du box-office américain puisqu'il ne sort que le 22 novembre aux États-Unis. Par contre, je peux parler du cumul mondial qui est à 72,5 millions de dollars, donc sans la sortie aux États-Unis. Et je peux dire qu'en France, ça fait un carton puisque sa première semaine qui vient de s'écouler, donc il est premier des nouvelles sorties avec plus de 700 000 entrées, ce qui en fait le meilleur démarrage pour un Miyazaki. Ce qui ne m'étonne pas, parce que je pense que n'importe quel autre film de Miyazaki serait sorti dans le contexte actuel, ça aurait été le meilleur box-office de Miyazaki en France. Passons à la suite, messieurs. Oui. Abandonnons le Japon. Traversons un peu l'océan. La mer de... Tu peux nous dire le nom de l'océan? Ouais, tu peux nous dire le nom de l'océan? C'est une mer même. Hein. Justement, je n'étais même pas Ah sûr oui, que non, c'était mais un j'ai dit, océan. la mer, mer, plutôt, Moi, c'était une mer, mais... Attends, mec, tout le monde sait que c'est... Attends. Vas-y, sors-moi ta géo là. Google. Tout le monde sait que c'est la mer de l'Est, mec. Voilà, traversons la mer de l'Est et rendons-nous en Corée du Sud avec le dernier film de Kim Ji-woon, le réalisateur de J'ai rencontré le diable et du Bon, la brute et le cinglé, qui revient avec une comédie méta sur un tournage chaotique de film avec son acteur fétiche, enfin l'acteur fétiche de tous les grands réalisateurs sud-coréens, Song Kang-ho. 결말을 조금만 바꾸면 아주 걸작이 나올 것 같아. 농부에 살면 우리 다 그냥 다 죽는 거예요, 그냥. 그러니까 조용히 빨리 찍자고. Juste pour revenir sur ça, j'espère que t'as de raison, même si t'as cherché sur Google, parce que sinon tu vas passer pour un sacré con, hein, je te le dis. Non, je suis en train de stresser, attends. Ça veut dire que non seulement il nous ment, mais en plus il sait pas faire une recherche Google. La Détroit de Corée... Je veux vraiment mer avoir du un Japon, mer du Japon, Détroit de Corée... Le temps que tu trouves, le pitch, Séoul 1970, Kim, le personnage, pas le réalisateur, hein, Kim souhaite refaire la fin de son film Cobweb, mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs ne cessent d'interférer et un grand désordre s'installe sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos pour achever ce qu'il pense être son chef-d'œuvre ultime. Et je me rends compte, débile que je suis, que j'ai même pas donné le nom du film. Ça s'appelle Ça tourne à Séoul, Cobweb. En titre français, ouais. Ouais. Parce que le titre en original, en coréen, ça se dit araignée. Oui, araignée. je ne me tenterai pas à le dire parce que j'ai l'ai noté, mais je ne me tenterai pas à le dire. C'est la mer du Japon, excusez-moi. Je vais m'excuser. C'est la mer du Japon. C'est pour ça que je t'ai dit de vérifier parce que j'avais un doute. La mer du Japon, voilà. Maintenant, on a l'air des qui en prononciation de nom et en géographie. Après, on peut aussi passer par la mer jaune. Il y a aussi moyen. Bref, c'est Tu moi. prévois tes prochaines vacances à Tu ça. te lances dans le tourisme. C'est ça. Ça tourne à Séoul, du coup. Oui, revenons au film. C'était fun comme film. C'était Stéphane. Ouais, c'était sympa. Ouais. Oui. On est tous d'accord, Oui, on a oui, passé oui. un bon moment. Voilà, c'est ça, on a passé un bon moment, c'est pas exceptionnel. Des petits rires mais, qui sont. On s'est pas esclaffé de rire, mais. Un peu long, parce que 2h15 quand même. Oui. Mais plutôt cool. Et puis, tout comme Miyazaki, c'est un peu introspection de cinéma par son propre Mais réalisateur. c'est très caricatural, tu vois. Genre là, c'est vraiment un réal qui arrête pas de se dire je suis le meilleur, je vais prouver que je suis le meilleur. Et c'est marrant. Je vais faire un chef-d'œuvre. Ouais, voilà, tu vois, il passe son temps à se dire je vais D'ailleurs, faire un chef-d'œuvre. Je trouve ça vachement marrant dans le film, les voix off du réalisateur qui s'auto-branle enfin qui s'auto-illumine. S'auto-congratule. Mais C'est ça. il se fout un peu de la gueule des grands créateurs, des grands réalisateurs Ouais. qui peut-être sont. D'ailleurs, cette voix off se perd dans le film. À un moment, elle disparaît complètement et ça me rendait triste. Oui. Ça fait Oui. là, ça fait très introspection et tu perds l'introspection au profit du tournage et de la réalisation. Mais elle-même, du coup, ça veut dire que le film de Miyazaki, c'était vraiment une introspection très branlette, très regardez, je suis ça. Et puis là, ça s'en moque en fait. Ouais, parce que je finalement. pense que Kim Ji-woon se prend pas trop au sérieux dans ce film-là. Ou en tout cas, il a juste envie de se marrer. C'est volontairement de la comédie. Donc, Il y a ça tu aussi. vois que son chef-d'œuvre, c'est de la pure série B. C'est mauvais, mais c'est ça qui est marrant. Mais c'est marrant parce que le film, alors il y a dans ce film-là, t'as le tournage en question et le film qui est tourné en noir et blanc, pellicule qui est magnifique en plus, la photographie est incroyable. Et aussi débile et aussi telenovelas que ça peut paraître, je trouve que la forme noir et blanc thriller joue super bien. Et du coup, moi j'étais quasiment presque plus à fond Dans le film. dans le faux film du film que sur le tournage qui nous est compté. Et à chaque fois, moi j'étais en mode genre, oh non, moi je veux connaître la suite du film là. Mais oui, c'est pour ça qu'à la toute fin. Ça spoil de ouf, non? Non, mais en vrai, dis. film À la toute fin, forcément se finir. oui, voilà, le film se termine. On a quand même toute une séquence où ils nous montrent tout ce qu'ils ont fait. Et Voilà, et c'est incroyable. C'est trop bien. Mais après, le film en noir et blanc est assez beau parce que ça convoque beaucoup Hitchcock. Moi, je trouve ça convoque Kurosawa aussi au niveau de la façon de filmer les visages. Je dis Hitchcock dans le côté très suspense. C'est une scène de meurtre, donc. Mais il le dit, le personnage du réalisateur en plus. Ouais. Ah, il parle d'Hitchcock. Oui, il cite plusieurs réals, je crois. Il y a Hitchcock dedans. Ok. Mais c'est vrai que là, on parle pas mal du réalisateur, mais il y a toute la troupe d'acteurs et les producteurs et même le ministère qui s'occupe de la censure qui entre en jeu. Et même si ce Bloogie Boulga
est un peu chaotique et parfois presque caricatural parce que t'as chaque personnage qui arrive au fur et à mesure du film pour mettre une barrière au personnage du réalisateur. Ça fait le café en matière d'humour, je trouve. Mais c'est marrant, du coup, ça convoque beaucoup de codes. Par exemple, ça me rappelle tous les moments où t'as les gens du coup du mystère qui veulent rentrer, t'as la porte avec la lumière et t'entends boum, boum, et ça devient un film d'horreur presque, tu vois, genre par rapport aux films qui sont en train de tourner. Après, je trouve ça drôle. le réalisateur qui est Kim Ji-woon, c'est ça? Exact. Oh, parfait. Kim, redis-le. Kim Ji-woon. C'est bien. Voilà. Bah, c'est quand même un mec qui a fait de la comédie, mais qui a fait de l'horreur avec Two Sisters. Oui, et puis Et, le gros thriller avec J'ai rencontré le Ouais, diable. donc c'est un mec là qui en retourne à la comédie, mais il utilise tout ce qu'il a pu faire avant et qui le met dans un seul film. Et il a fait un film d'action avec Arnold Schwarzenegger au cinéma américain, The Last Stand. Ah, c'est lui? Oui. Ah putain. Putain, ok. Ah ouais, non mais t'as plein de réalisateurs coréens et hongkongais qui sont partis aux States Ouais, juste là- le temps de 1 ou 2 films, et après ils se sont dit, on est bien à la maison. Comme Bong Joon-ho. Oui, comme Kim Ji-woon. Est-ce que Park Chan-wook a fait un film américain? Oui, Stalker. Stroker. Ok. Ouais, parce que je me posais la question justement. J'avais Park Chan-wook en tête justement. Stroker, mais juste Stroker 2 secondes, genre c'est Park Chan-wook qui réalise un scénario de Wentworth Miller avec Mia Wasikowska et Nicole Kidman, c'est n'importe Ah ouais. quoi. C'est trop bien. Casting for Camoulox. Oui. Ah là c'est le scénariste qui je trouve un peu camoulox quoi. Fred il est perdu là. Ouais, tu m'as dit interne, j'ai pas. Mais non, mais tu te souviens le jeu qu'on a fait il y a 2 émissions, le Casting for Camoulox? Ah oui. Ah, mais il perd souvent au jeu, donc il s'en rappelle. Oui, pas. j'oublie en fait, j'ai trop la haine. Il oublie parce que pour lui c'est un jeu parmi tant d'autres qu'il C'est a ça. perdu. Ah. Mais revenons-en du coup à Oui, Saturn pardon, à je Séoul. voulais juste parler du camoulox Non, de mais Stalker. moi-même j'ai bifurqué. On disait quoi? Ah Mais- oui, bah oui, forcément, c'est un réalisateur qui a beaucoup d'influence et qui a touché à plein de choses. Et ça, c'est marrant parce que les réalisateurs aujourd'hui, mais même que ce soit asiatique ou aujourd'hui, ils veulent toucher à tout, à tous les genres, je trouve aujourd'hui. Et C'est pas qu'ils veulent toucher à tous les genres, c'est qu'ils ont plus aucune barrière, c'est-à-dire qu'ils vont Ouais. pas se dire je vais faire un film de genre comme ça, ils vont. c'est ça, mais t'as plus un réalisateur qui est rangé dans un style de film. Genre par exemple, John Ford avant ne faisait que du western. Et bah maintenant, tout le monde fait tout, mais il y a beaucoup de gens qui font mal. Genre par exemple, il y a des réalisateurs qui font un film de comédie, mais des fois ils sont pas drôles, tu vois. Genre il y a des gens, ils sont pas drôles comme nous, et du coup, bah c'est chiant. Mais vous avez, j'ai l'impression Vous avez pas rigolé à ma blague, zut. C'était fait exprès. C'était pas drôle. J'ai même pas capté Tu qu'il vas y avait- chialer? j'ai même pas capté qu'il y avait une blague. Jérémy il m'a regardé sérieusement en mode genre. Attends quoi? J'ai pas vu assez de films coréens pour le dire, mais j'ai peut-être l'impression qu'en Corée, du coup, ils ont moins ce truc barrière du genre, tu vois. Genre, Il y a non beaucoup de policiers en Corée. Ouais, C'est c'est un genre bah, très. Ah, ok. on a Policier vachement- thriller, c'est pas mal. C'est ça, on a vachement en référence les films type Old Boy, bon Parasite maintenant c'est Memories devenu la of Murder. référence. Exactement. Hmm. Donc, alors que de la comédie, c'est marrant parce que à certains instants, moi ça m'a beaucoup rappelé la comédie japonaise, genre type Ne coupez pas. Tu En penses plus, forcément à ne couper pas. Ouais, c'est vrai que quand tu même. penses Ouais, forcément, vu ce qui se passe, ouais. Surtout au moment où il tourne le fameux plan séquence du film. C'est vrai. Mais je trouve que justement, là, la grosse différence que tu as entre les deux, c'est que quand tu voyais un film comme Ne coupez pas, t'en ressortais, tu prenais une petite claque parce qu'il y avait quelque chose d'un peu révolutionnaire dans la manière d'apporter la chose. Et c'est peut-être le gros problème de Ça tourne à Séoul, c'est qu'en fait, il s'impose ses propres limites. C'est-à-dire que tu prenais Ne coupez pas, ça commence, tu vois 30 minutes de film, tu ne comprends pas ce que tu vois. Et ensuite, tu construis peu à peu, tu assistes totalement au tournage et tu comprends tout le bordel que tu as pu voir dans le premier film, tu le comprends au fur et à mesure et ça s'arrête jamais. Là, tu as ce problème où ça reste toujours encadré que sur le tournage même et tu as toujours quelques passages entre le film en noir et blanc, on revient au tournage, on revient au film en noir et blanc, on n'a pas ce même rythme que tu avais dans Ne coupez pas en fait. Vas-y, Ce Jérémy. qui fait que le rythme est un peu bâtard, ouais, du coup. Ouais, et puis ça fait étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, et au bout d'un moment, la formule se... On a compris, quoi. Elle se Ouais. répète un peu trop et il y a des passages où t'as envie de dire bah j'ai pas envie de voir, enfin c'était pas nécessaire, notamment le personnage du policier, je me demande ce qu'il fout là. Oh non, il est marrant. Il est marrant mais je me demande ce qu'il fout là quand même. Moi, il m'a pas fait rire. Également. Le fait qu'il Et, soit un peu investigateur, là, le détective. Ouais, c'est marrant sur le moment, mais ça fait pas le café, quoi. Et deuxièmement, le passage où, ouais, je veux montrer que je suis meilleur que l'actrice alors que je suis pas actrice. Et franchement, là, t'aurais pu couper aussi, ça. Hein. Et déjà, je suis d'accord avec Jérémy, parce que sur ces moments un peu longs, au niveau des deux scènes qu'il a dit, je suis assez d'accord. Et juste pour revenir à Ne coupez pas, c'est que Ne coupez pas, c'est un film à petit budget qui a été tourné quoi, en 2 semaines, 3 semaines de mémoire. Et film à petit budget, donc tu vois un film à petit budget, mais qui était lui-même un film à petit budget.
tu as à la fin un bon film. Je pense que là, le Kim Ji-woon, je pense qu'il a, je sais pas le budget qu'il a, peut-être que j'ai... Allez, je l'ai. Pareil, c'est toujours compliqué les conversions, tout ça, mais moi j'ai un truc à peu près 7 millions de dollars. Voilà, c'est pas de la merde, 7 millions de dollars quand même. C'est pas le plus gros des budgets, mais ce sera bien plus supérieur à un Ne coupez pas. Et pour un film à gros budget, tu vois, ça se voit, il veut montrer une sorte de série B qui se prend pas au sérieux en dérision, mais en même temps, on sait que c'est un film qui a du budget, donc en fait, ça annule un peu cet effet comique, cet effet un peu révolutionnaire que tu avais dans un film comme Ne coupez pas. Ça tourne à Séoul aussi, ça se tourne que dans un seul lieu, donc tu as cet avantage-là. Mais je trouve que la différence, enfin, il y a deux différences majeures entre Ne coupez pas et ça tourne à Séoul. La première, c'est la durée. Ne coupez pas ne dure qu'1h30. Tu as pas trop le temps de t'ennuyer. T'as le temps de ne pas comprendre ce qui se passe avec ce plan séquence de 36 minutes en introduction, mais contrairement à Ça tourne à Séoul qui dure 2h15, là t'as le temps de voir où ça vient, où ça veut en venir en plus. L'autre différence, c'est la nature du film, c'est-à-dire que Ne coupez pas, c'est un film sur l'amour de la débrouillardise. C'est un film qui a la gloire de ceux qui se débrouillent avec ce qu'ils ont sur un tournage aussi désastreux soit-il, alors que le film Ça tourne à Séoul, je trouve que ça a moins de sens, ça invoque moins de propos, c'est juste un film sur... C'est presque un film qui se moque de l'industrie, Ça tourne à Séoul, parce qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre, et t'as ce réalisateur qui est imbu de lui-même, qui est persuadé que c'est un grand réalisateur, et qui a eu un chef-d'œuvre dans sa carrière, un chef-d'œuvre qui est d'ailleurs contesté, et il y a une productrice, il y a un ministre, il y a une productrice aussi, deux productrices, qui se chamaillent, donc vraiment c'est une guerre d'ego, c'est plus un film sur une guerre d'ego. Et en fait, je suis pas totalement d'accord parce que tu as ce côté, cet réalisateur imbu de lui-même, mais c'est justement parce que son premier chef-d'œuvre est contesté qu'il a ce besoin d'aller changer la fin de son film. Est-ce que son film, il a rien d'incroyable, même quand tu vois ce qui change finalement, est-ce que ça change grand-chose à son film finalement? Carrément. Ils disent que c'est tout le film. Ouais, mais finalement, il va changer juste cette grosse fin, son gros plan séquence, etc. Mais c'est surtout qu'il a ce besoin qui vient déjà à partir de son subconscient, parce qu'il rêve du film. Il en rêve, et il a ce besoin de changer pour s'affirmer lui-même. Et si tu regardes sur le plan final, quand c'est la vision du film à la fin, il est totalement stoïque. Donc en fait, il y a vraiment ce moment, est-ce que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire? Et tu vois, il y a quand même, je pense, un petit propos derrière qui voulait être un peu plus que simple satire. Et je pense que le film n'arrive pas totalement à montrer son propos de base. Oui, par rapport à ça, le dernier plan m'a fait très penser au Livre des Solutions, je sais pas si vous l'avez vu. Film très récent de Michel Gondry, le dernier Gondry. Pareil, c'est un peu sur l'artiste et comment il se voit, comment il finit son film, etc. T'as un peu deux versions. Dans le Livre des Solutions, c'est un peu plutôt l'artiste qui est pas conscient et qui veut pas admettre qu'il peut faire quelque chose et qui se cache un peu derrière. Et là, je veux faire mon truc, je veux faire mon grand film, je fais mon grand film, mais au final, le dernier plan, je suis totalement stoïque. Est-ce que j'ai bien fait ce que j'ai voulu faire, etc. D'ailleurs, moi, il y a un truc qui me fait... Enfin, j'y repense maintenant, je m'en rends compte, ça me fait beaucoup rire. C'est que pendant tout le film, alors il y a un mystère autour de la fin du film dans le film, et tous les personnages, tous les producteurs disent « On comprend pas la fin, on comprend pas ce que vous voulez dire avec votre fin. » T'as l'impression, toi, en tant que spectateur, t'attends de ce que révèle cette fin. Effectivement, le plan final du film dans le film, je pense que vous l'avez en tête Bien quand sûr. même, qui est vachement saugrenu et qui est vachement bizarre, je me rends compte que moi-même, je ne l'ai pas compris. Est-ce que ça a pas rapport avec Kafka qui parle à un moment donné? Ouais, puis... prisonnier de la toile, tout simplement. Ouais, l'araignée, l'impossibilité de se libérer des choses. Parce que justement, je trouve que c'est vachement drôle cette idée que soit t'as les connaissances qu'a le personnage du réalisateur, et dans ce cas-là, t'as cerné la fin très artistique et vachement plus profonde que ce que le reste du film, de son film, témoigne, ou t'es comme moi et t'es sans culture, et t'es juste... Hein? En mode, ah d'accord. Non, parce que je me rends compte maintenant que j'ai pas compris ce truc-là du film. C'est peut-être des personnages qui sont prisonniers par leur propre créateur. Je pense qu'il y a quelque chose en rapport avec la toile d'araignée, être Ouais. prisonnier de la toile, ne pas pouvoir changer son propre destin. Est-ce que c'est pas finalement ce qu'est le réalisateur? Il est prisonnier du propre système coréen. Donc avec la censure, avec la maîtrise, etc. Sa dernière volonté finalement de changer le film, c'est de se libérer de la toile d'araignée. Mais est-ce qu'il y arrive? On peut pas avancer parce qu'il est stoïque à la fin. Et après tout, le nom du film, c'est Araignée, en coréen. Voilà. Et alors juste, je veux aller sur un truc, je sais pas si vous avez eu cette sensation-là, mais je trouve que là où le réalisateur Kim du film, pas Kim Ji-woon, le personnage, le seul truc de sa mise en scène qu'il veut, c'est son plan séquence.
je trouve que Kim Ji-woon, le réalisateur de Ça tourne à Séoul, s'amuse de fou avec ce qu'il peut faire avec sa caméra. Parce que t'as beaucoup de plans qui... le plan où il se réveille, j'étais en mode, mais pardon, parce que t'as un plan vraiment, il commence derrière l'épaule, il commence derrière, il revient devant avec un... Je pense que c'est une très courte focale parce que les distances sont un peu formées, etc. Contrairement où là, il reste très... où j'ai l'impression que le personnage reste très académique, Kim Ji-woon se dit, vas-y, je pose tous les potards à fond. En plan Snorri-Cam où il est de dos, j'étais d'accord. J'étais là, d'accord. Et en plus, il fonctionne bien. Il fonctionne bien, mais il est un peu inséré comme ça, tu vois. Même s'il est un peu inséré comme ça, je trouve qu'il fonctionne bien, mais tu vois qu'il essaye plein de trucs dans sa mise en scène. Les zooms et les dézooms, moi ça me fume trop. À chaque fois, genre tu sais que t'as un personnage qui va dire un truc et pour appuyer un peu, t'as un gros zoom sur son visage, mais vraiment qui est bien visible. Je sais pas si ça vous a marqué. Si, un peu, ouais. Mais je trouve que c'était un des ressorts comiques les plus judicieux du film en plus. Ça fonctionnait, c'est vrai. Ouais. Non mais en vrai, genre, j'ai pas ri aux éclats, mais j'ai passé un bon moment, quoi. C'était bien fait. C'est ça. Et en plus, on arrive à déceler quand même pas mal de thématiques et de sous-textes à ce film-là, donc finalement une comédie qui s'analyse, ça fait plaisir un peu. Est-ce qu'on passe aux chiffres alors ? Du coup aux chiffres, donc le budget je l'ai déjà annoncé, mais je le redis, ça serait à peu près 7 millions, mais comme pour tous les films asiatiques, c'est un peu compliqué de connaître vraiment véritablement les budgets. En ce qui concerne le box-office coréen, parce que j'ai réussi à le trouver, c'est à peu près 313 000 entrées pour ce film. Donc alors après, bien sûr, la population de Corée n'est pas la population française, donc mettre à l'échelle, ça va. C'est pas mal. Ça va. En ce qui concerne le premier jour France, qui était hier le 8 novembre, Ça tourne à Séoul, Cobweb, je trouve Cobweb c'est mieux, je sais pas pourquoi ils ont rajouté Ça tourne à Séoul, désolé Jokers, mais ça servait à rien de rajouter ça, merci. 8ème des nouvelles sorties. En 8ème, ça fait mal, hein. Avec seulement 2719 entrées. Nous étions parmi eux. Donc le 8ème, parce qu'on a eu un gros mercredi en termes de sortie, il faut le dire, ce 8 octobre. Le premier, c'est quand même, je vais le dire, parce que vraiment, vu qu'on a eu un gros... parce que ça, c'est tous les films dont on aurait pu parler, je tiens à le dire. Five Nights at Freddy's, qui est le premier de ce jour, avec plus de 183 000 entrées. Le deuxième, c'est le film sur l'abbé Pierre, qui fait 66 000 entrées. En troisième, on a le Marvel, qui fait un peu moins de 50 000 entrées, et qui fait le pire démarrage pour un Marvel. Le quatrième, c'est La Passion de Dodin Bouffant, donc le film qui va représenter la France aux Oscars, qui a fait à peu près 16 000 entrées. Et enfin, le cinquième, parce qu'il y a le 6 et le 7e sont pas très connus comme film, c'est pour ça que j'en parle pas, mais le 5e qu'on aurait pu traiter également, c'était Simple comme Sylvain, qui a fait à peu près 14 000 entrées. Je voulais le voir. Un film québécois. Non, il faut le dire, vous avez tous les trois refusé. Ouais. Non, moi j'étais pas contre, mais... En vrai, moi j'étais un peu plus partant pour parler de Dodin Bouffant. Le film me donne pas du tout envie, mais juste parce que les Oscars. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses, et c'est marrant que pour une fois, un Marvels, même pas, on s'en fout. Oh non, on en a marre. L'Empire Marvel a chuté. Oh, on en a marre. Et je voulais revenir sur le titre français. Je me dis peut-être qu'en France, on est plus intéressé par les films qui parlent de cinéma. Donc, tout ce qui est méta. Peut-être pour ça qu'ils ont mis Ça tourne assez haut. Ah oui, ça après... Ils se sont dit que le film parle quand même d'un tournage, et ils se sont dit, bon, on est quand même en France, les gens... Oui, non, mais après ça, c'est... peut-être The Joker, si vous avez la réponse, donnez-nous. Ouais, répondez en commentaire. Mais ouais, allez voir Ça tourne à Séoul parce que c'est fun. Allez voir ça plutôt que Five Nights at Freddy's. On l'a pas vu, on l'a pas vu. On va pas être médisant, on l'a pas vu. On l'a pas vu, mais bon, non. On sait que ça va pas être fou. Dossier clos sur nos critiques. Oui. Alors on vous propose un petit break musical avec Pauline Ramos-Ibanez et le titre Mentira, c'est très sympa. Bonne écoute. Estoy cayendo desde arriba, nadie me atrapa hasta el suelo y no entiendo, nadie me habla, nadie me explica qué es este mundo. Ya no me digas que hay esperanza, es una mentira. Ya no puedo más, ya no me digas que hay esperanza, es una mentira. Odio sentirme así, sin nada casi, pierdo mi cuerpo y dime algo
que me tranquilice, aunque no lo creo. Ya no puedo más, ya no me digas que hay esperanza, es una mentira. Ya no puedo más, ya no me digas que hay esperanza, es una mentira, 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 es una mentira. C'était Pauline Ramos Ibanez avec le titre Mentira, et effectivement, Jérémy et moi, on a eu l'occasion de l'écouter au TKWA qui se trouve à Porte d'Ivry. C'est chez qui travaille beaucoup Cody, qui nous produit justement, et c'est un lieu très sympa où se tiennent des open mic, et justement, on vous recommande les open mic parce que c'est cool. Et vous pouvez découvrir des artistes très sympas. Ouais, genre moi. Oui. Non, non. Oh la pub. Ouais. Beaucoup de gens très talentueux. Voilà. Donc, Pauline Ramos Ibanez. Allez les amis, je vous propose un petit jeu, une nouvelle fois. Ça tu m'as pas teasé, je sais pas du voilà. tout, t'as rien dit. Ah si, Oui. moi, il me l'a T'as dit. dit un truc, voilà. ah, mais il m'a rien dit. Alors justement, là on a parlé de sa tournée à Séoul et on a vu à quel point faire un film, c'est pas facile à faire. Et il arrive que de beaux projets de films se cassent lamentablement la gueule et ne voient jamais le jour. Le jeu que je vous propose, c'est que je vais vous évoquer des projets non aboutis et simplement vous devez me dire si c'est des vrais ou des faux. C'est-à-dire si ces projets ont effectivement été... Considéré. c'est ça. On va pleurer aujourd'hui. Voilà, vous allez découvrir des choses qui ne se sont pas faites. Par exemple... C'est de la merde. Tu critiques le... Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Je voulais mettre celle-là. Ah mais les enfants qui jouent avec les boutons quoi. Ah, là, quel échec. Bref, la première. Mais je pense que le premier, vous le savez, les Beatles voulaient adapter Le Seigneur des Anneaux. Oui, C'est vrai. c'est vrai. Oui, Ouais, en c'est fait, vrai. je vous ai vendu la mèche. Ah oui, ouais, T'es complètement con. Non mais Ah ouais, je le c'était- savais, hein. Dis que c'était l'exemple. Oui, c'était l'exemple. C'est qui devait faire Frodon? Frodo, c'était... Alors je sais Attends. que Gollum ça devait être John Lennon. Ouais, justement, Gollum... Sam, ça devait être... Paul McCartney devait faire Frodo. George Harrison devait faire Gandalf. Et Ringo Starr il devait faire... Non c'est pas Ringo Starr qui devait faire Gandalf. Oh, j'ai un trou. Ah, Non, je sais plus. Ça Bon, a l'air trop bien. Et ils ont contacté Stanley Kubrick. Et au final, t'as Attends, Tolkien. t'es en train de me dire qu'il aurait pu avoir un film Seigneur des Anneaux Oui. fait par Stanley Kubrick avec les Beatles? Oui. Dans un Et- univers parallèle, oui. Et t'as Putain, je Tolkien. veux voir ça. Et t'as Tolkien qui a fait non, je lâcherai jamais les droits à des hippies fumeurs d'herbe. Mais les Hobbits, c'est C'est pas incroyable. Oui. Je connaissais le problème, mais je savais pas que c'était Kubrick qui était prévu à la réa par contre. Et c'est ça qui est génial avec Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, c'est que c'est une ode à la campagnardise. Et du coup, bah genre tu sais au comment dire, c'est quoi au Candide là, c'est quoi déjà c'est planter vos propres oignons, un truc comme ça. Ah, il faut cultiver son propre jardin? Exactement. Bah c'est ça Le Seigneur des Anneaux. Bref. Pourquoi t'as pensé à Jean-Michel, à peu oignon près. directement? Comment? Pourquoi t'as pensé à oignon? Je sais pas. Ok. Voilà. Allez, on continue, messieurs, parce que j'ai des projets à vous faire deviner. David Fincher et Brad Pitt voulaient adapter le roman graphique Black Hole. Ça parle de quoi Black Hole sans indiscrétion parce que... Alors, c'est un roman graphique en noir et blanc dans lequel des adolescents ont des mutations qui changent un petit peu leur corps. Et c'est excellent. Ça parle de la sexualité aussi. Ouais, c'est un rapport avec le sida et tout. Voilà. Enfin, Par ouais. rapport au projet, adapter un truc graphique, Fincher, noir et blanc. Ça Brad passe Pitt, c'est totalement juste- plausible. Juste après genre Seven, tu vois. Mais genre, ça, ouais. ça peut être un piège. Mais Après ça a c'est l'air des ados. plausible. C'est des... Non, moi, vas-y, je dis oui, c'est plausible. Ouais, Allez, je dis faux. Allez, je dis oui.
Eh bien, c'était vrai, messieurs. Ouais, bah, Oh. j'aurais tenté. Et d'ailleurs, Fincher a eu énormément de projets. Il a voulu faire Millennium 2, il a voulu faire Spider-Man, Oui. il a voulu faire 20 milieux sous les mers. Bref, ce mec a énormément de projets, mais il en fait très peu. C'est un peu la vie de cinéaste, malheureusement. Ça, c'est vrai. Hitchcock voulait adapter le livre La guerre des mondes. Faux. C'est pareil, ce serait pas déconnant, mais je vais dire faux. Faux également. Eh ben, messieurs, vous avez raison. C'est complètement faux. Je me fous de votre gueule. Tim Burton voulait réaliser un Superman. Oui. Oui, ça c'est Ouais. vrai. Oui, oui. on le sait tous, on a tous. Superman On a vu Lives. les photos. Superman Lives avec Nicolas Cage. Oui, on a Les vu le. On essayages, a vu The Flash aussi. Hein. Oui. Christopher Nolan a voulu faire un biopic sur Neil Armstrong. À moins, avant que ce soit Chazet qui reprenne le projet, peut-être. Quelle année? Il aurait voulu faire ça en quelle année? Ah ouais, non, il va pas. Là, c'est un peu. Je te dis. Ok, là, parce que ça dépend s'il a eu le projet avant Interstellar ou pas. Parce que s'il a fait Interstellar, il a pas de raison de vouloir retourner sur Neil Armstrong. C'est ça. Je vais dire faux. Moi aussi, je vais dire faux. je dis vrai pour dire différent. C'était faux. Ah merde, faut que j'arrête de dire l'inverse de Mais vous. ça en aurait fait. pu, oui. Ça Ouais, aurait non, été mais en fort. vrai, c'est. Il a un intérêt pour l'espace. Et... J'étais content d'avoir Ouais, imaginé. t'es cette idée. fort, toi, t'es un petit chanteur. Hein. Eh oui. Sofia Coppola voulait faire une suite au film de son père, Apocalypse Now. Faux. Faux. C'est faux, c'est pas faux. possible. C'est faux, effectivement. Ah ouais. C'est pas du tout son délire, genre. Toutefois, il y a eu des discussions pour savoir si un Apocalypse Now 2 devait se faire. Est-ce que ça doit se faire? Non. Merci. Bah, déjà, il y a 10 milliards de versions tout le temps que refait Coppola, donc bon. Stanley Kubrick voulait réaliser un Pinocchio. Je vais dire faux. Ouais, moi Parce que dans tous ces projets, j'ai aucun souvenir d'avoir entendu le mot Pinocchio. Et là, j'ai envie de dire vrai, moi. Attends. Non, venez, on réfléchit là. Ça, Je ça- dis vrai, moi. Tu m'as Allez, donné vas-y. une réponse. Je dis vrai. Faux. Allez, faux. Eh bien, c'était vrai, messieurs. Oh yes. Explique-nous. On veut tout savoir là. Oui. Oh, vous savez, Kubrick a eu énormément de projets aussi. Il a voulu faire Napoléon, il a voulu faire Pinocchio. Il a voulu faire plein d'autres trucs aussi. donc j'ai Intelligence pas- artificielle. Oui, mais ça s'est effectivement fait. C'est-à-dire Oui, après, qu'il a oui, écrit c'est le ça. scénario quand même. Lui, c'est pire que Fincher en Ce termes film qui de m'a projet. traumatisé. En termes Mais- de projet voulu et film réalisé. Ça, c'est effectivement. Ah oui, non, c'est une autre anecdote que j'ai pour plus tard. Il avait grillé une de ces trucs. J'ai confondu deux réalisateurs en fait. Sergio Leone voulait réaliser un film sur le siège de Stalingrad. Faux. Vrai. Vrai. Toi, tu copies tellement. Mais Julien. en fait, à chaque fois, j'ai la même réponse que lui. Bah oui, parce que c'est vrai, messieurs. Je suis Julien sur tout ce qui est question C'est historique. vrai, et d'ailleurs, il a écrit un scénario, il a vraiment fait un vrai travail de fond de recherche pour avoir le financement de son film, qui était quand même à 100 millions de budget, 100 millions de dollars. Et il devait signer le deal, et 2 jours avant, Léon fait une crise cardiaque. Oui. Et il- Et voilà, Oui, il meurt. il meurt. Et il est mort devant un film qui s'appelait Je ne vais pas mourir ou un film qui avait un nom lié à la mort. Je savais même pas Je qu'il sais était mort plus devant un film. exactement. Il est mort en regardant un film et je crois que le film avait un titre. J'ai plus le nom du film malheureusement, mais ça avait quelque chose. Je ne vais pas mourir ce soir ou je ne mourrai pas aujourd'hui. Putain, ou- c'est incroyable. Assez ironique, quoi. Voilà, un peu comme la mort de Boris Vian, mais ça c'est une autre anecdote. Messieurs, Wes Craven a voulu faire son propre épisode de Vendredi 13. De quoi Wes... T'as dit vendredi 13, t'as vu comment il a réagi? Non, parce que mon cas, c'est. Ah zut, Wes Craven a voulu faire son propre épisode de Vendredi 13. Je veux dire vrai, donc je vais dire vrai, je veux. Je dis faux parce que t'as voulu dire ça pour faire plaisir à Fred. Ouais, c'est faux, mais Oh, je. il avait d'autres choses à foutre. Eh bien, c'est faux. Non. De toute façon, le film ne s'est pas fait, Fred. Léon meurt soudainement le 30 avril 89 d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans, juste après avoir regardé à la télévision Je veux vivre. Ah bah voilà. Un film de Robert Wise. Oui, donc c'était très Ouais. ironique en effet. Ouais. J'étais pas loin dans l'idée. J'ai plus que 3 projets, messieurs. Jessica Alba a cherché à produire un spin-off sur son personnage dans Sin City. Vrai. Ça, je pense que c'est vrai. Ouais, c'est pas déconnant, oui, vrai. Complètement faux. Oh. Ouais, là en plus t'as parlé de produire, c'est pour ça que ça me paraissait Bah, plausible, tu elle vois. produit beaucoup, non Quoi? Elle produit quand même, non bah, Je sais pas trop du tout. Écoute, j'ai eu l'idée, j'ai cherché sur Google, j'ai pas vu d'article dessus. Ok, Bon, voilà. Gore Verbinski a voulu adapter le jeu vidéo Bioshock. Ça c'est vrai. c'est vrai. Bah, je vais dire que c'est vrai, mais ça aurait été incroyable. Bah ouais. Bah oui, c'est vrai. Et puis Jérémy a lu mon mémoire. à C'est l'époque. bon. Ça j'ai su tout de suite. Ça. J'avais écrit un mémoire sur Gore Verbinski justement et je parle du fait qu'il ait voulu adapter Bioshock. Et d'ailleurs, il a proposé ça juste après avoir fait Pirates des Caraïbes 3. Et en gros, il est arrivé dans le studio, c'était Universal je crois. Il est arrivé et il a fait bon les gars, moi ce que je veux faire, j'ai envie de faire un film Bioshock rated R à 200 millions de budget. Le producteur il a regardé en mode tu te fous de ma gueule. Ils lui ont dit. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Carrément. Et en plus, le scénariste qui est avec lui, c'est le même scénariste d'ailleurs que Rango, qui est pour moi le meilleur film de Gore Verbinski,
au moment de la réunion, il a regardé Gore Verbinski, il lui a dit mais pourquoi t'as dit ça? Et Verbinski il a haussé les épaules en mode bah parce que c'est vrai. Mais voilà, sachez que on aurait pu avoir un film Bioshock par l'un des meilleurs réalisateurs de films d'action de ces 20 dernières années, je trouve. Et d'ailleurs, il y a un film une série qui est en préparation, je crois, par Netflix. Alors, tu sais pourquoi je suis en train de réfléchir? Je suis en train de réfléchir à me dire, est-ce que depuis, il y a un film Rated R qui est sorti à 200 millions? Et je crois pas. Mais justement, d'ailleurs, la raison pour laquelle le studio a refusé, c'est parce que venait tout juste de sortir Watchmen, qui est effectivement un film à gros budget. Ah, c'est ça. Rated R. Rated R, gros budget, oui, c'est ça. Et à son époque, donc en 2008, Watchmen avait bidé. J'en suis à ma dernière anecdote, messieurs. Jodie Foster voulait rassembler un super casting avec Anna Thaoué, Nicole Kidman et Viola Davis pour faire un spin-off féminin d'Ocean's 11. Ah, peut-être avant le Ocean's 8, du coup, qui a été fait. Allez, je vais dire vrai. Ouais, vrai, c'est possible, ouais. Je trouve ça beau. Ah, vous êtes dans le faux! Ah merde! Oh. C'était faux! Oui, en vrai, Tu trouves des trucs plausibles, en fait, c'est ça le truc. c'est ça. Très mais fort. Mais en vrai, je trouve que tu me dis Anna Thaoué, Nicole Kidman, Jodie Foster et Viola Davis dans un même film, ça te donne envie. C'est bankable. Non? Si, moi je. C'est le vent, je crois. C'est moi qui me. Monsieur réfléchissez au vent, moi genre. Regardez les feuilles mortes. Ok, et ben messieurs, j'ai le cumul des points. J'apprécie. Et j'avoue que c'est serré, parce que Jérémy a 6 points, Fred en a 7, et Julien en a 8. Et bah bravo Julien. Bravo, Julien, tu as gagné le respect et la bière. La petite lèvre rubis, s'il te plaît. Ah. Oh, j'en ai pas au frigo. Dommage. Eh bien messieurs, nous arrivons à la dernière étape de notre émission, nous arrivons à la carte Joker. Nous sommes à la 4ème émission, et qui n'a pas eu droit à son Joker? C'est moi, c'est Bibi. C'est Bibi, ouais. C'est Fred. Et du coup Fred, après 4 émissions, de quoi veux-tu nous parler? Alors de base, je voulais vraiment parler de trucs un peu intimes, un peu privés. Vous voulez nous foutre dans la merde de ce que j'ai compris. Mais en fait, je me suis dit, c'est un peu bizarre quand même. On est potes, mais on est quand même diffusé sur une chaîne. On verra au 30e épisode. On n'est pas rated here, voilà. C'est vrai. On verra. Non, en fait, en voyant la news de Scarface de Guadagnino, je me suis dit que ça serait cool de parler du remake, et je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez que le remake tue le cinéma? Sacré dos. Gros dossier. Bah, tu C'est- vois, c'est- en face de moi, là, juste derrière Jérémy, il y a le Blu-ray de Scarface. Scarface qui est à la base oui. le Scarface de De Palma que j'ai toujours pas vu. Qui est un remake. C'est ça, qui est un remake d'un film des années 30 De Howard Hawks. qui est considéré comme un gros chef-d'œuvre quand même. Mm. Scorsese en a fait des remakes, Nolan en a fait des remakes aussi, Insomnia c'est un remake. Du coup, tout le monde fait des remakes. Et le là-bas, bon et le mauvais remake, tout simplement. c'est ça. Mais qu'est-ce que. Alors, il y a le bon. Il y a le mauvais remake. En fait, ouais, je suis perdu parce qu'il y a tellement de termes. Il y a remake, il y a reboot, il y a après tout ce qui est sequel, Alors, sequel. Requel, Legacy Quel, mais ouais. Voilà, et moi j'en peux La plus. différence entre remake et reboot, elle est un peu simple, c'est que reboot, c'est que tu prends exactement la même base. Mais c'est-à-dire que tu prends la base, genre, comme ça j'ai l'exemple de Spider-Man et de The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man à l'époque c'était présenté comme un reboot, dans le sens où toutes les bases, mais j'entends bien, toutes les bases sont les mêmes. Donc c'est un peu la conséquence, disons, d'adapter un même matériau de base, savoir un comics ou un bouquin. Alors qu'un remake, tu peux reprendre littéralement juste l'idée de base et t'en foutre. Je pensais que c'était l'inverse, moi. Je pensais que reboot, justement, c'était tu prends une petite idée et puis après t'en fais ce que tu veux. Et remake, Non. c'est que tu reprends quand même exactement le même code. Non, c'est pour ça que t'as Ok. des remakes qui sont franchement différents, mais là j'en ai pas. Par exemple, moi j'ai une question Child's Play, Chucky. Oui. Est-ce que donc c'est un remake? Oui. Putain, je disais Ah, c'est reboot. moi. carrément un remake parce que le principe même de la poupée a été changé. Oui, voilà. Là, Ok, là, on ok. parle du remake de 2019, c'est ça? Ouais. Et bah, vu que tu parlais de films d'horreur en remake, il y avait aussi le Freddy Griffe de la nuit de 2010 voilà. Ouais. Ou que ce soit même le Halloween de Rob Zombie, il y a beaucoup de choses qui... Enfin, il y avait une volonté de développer psychologiquement les tueurs, ce que t'as pas du tout dans les films originaux. Ouais. Mais après, c'est un terme qui est un peu abusivement utilisé, quoi, on va dire. C'est, Mm. on le dit, mais on sait pas trop ce que c'est non plus. Mais après, moi, des remakes, ça me pose pas de soucis. Mais Voilà, on parlait de Scarface, mais voilà, enfin, c'est des exemples qui sont connus de tous, mais pareil, La Mouche de Cronenberg, c'est un remake. Enfin voilà, beaucoup de classiques. Moi j'ai noté qu'il y a aussi des réalisateurs. Pardon. Non, mais C'est bon. vas-y. J'ai noté qu'il y avait beaucoup de réalisateurs qui refaisaient leurs films, genre qui faisaient un remake Hitchcock. de leur propre film, Hitchcock, même bon, Cécile B2000. Cécile B2000, mais plus récent, le réalisateur de Ringu. Ah, Comment il s'appelle déjà mince. Nakata. Hideo Nakata. Voilà, ouais, c'est ça. qui avait fait en fait son propre remake américain. Et en fait, parce qu'il voulait éviter justement que son film soit totalement saboté. Et Haneke avait fait pareil avec Funny Ouais. Game, mais il avait avoué dans la presse qu'il n'y voyait aucun intérêt. Et que la raison pour laquelle il a fait Funny Game US, c'est parce que de toute façon ça allait se faire.
Donc quitte à ce que ça Voilà, se fasse, c'est autant ça. qu'ils Ils le veulent, fassent ils veulent pas eux-mêmes. qu'en fait Oui, leur oui, film soit dépossédé De toute façon, les Américains, dès qu'il y a un bon film qui marche, ils ont besoin de faire un remake plutôt que de voir l'original. Donc, Moi, je me souviens de Bah ouais, Philippe les- Lachaud, qui s'était rendu chez les producteurs américains, donc il s'était rendu à des soirées de gala, pour essayer de vendre le concept de son babysitting pour que les Américains en fassent un remake. Et ça n'a pas marché. Non. Et je me suis trompé, excusez-moi, je dis que de la merde. Ringu, justement, a été victime de Eh oui, Gore parce que Verbinski. c'est Gore Verbinski qui a réalisé le premier Ring et après la suite et j'ai c'était marqué- Hideo Nakata. C'est ça, en fait j'ai marqué que du coup le premier, voilà, 98, Hideo Nagata, et Verbinski c'était en 2002, et justement Ju-On sort en 2002, et The Grudge, donc le remake américain, 2004. Donc j'ai un peu l'impression que tu vois, le réal de Ju-On s'est dit, oh là là, on va pas me faire une Verbinski à moi, et du coup tu me donnes le projet au State et je le fais, tu vois. Pourtant, le ring de Verbinski est Eh bien, assez correct. Ouais, franchement, ouais. Alors, je sais qu'il s'est fait démonter par plusieurs critiques, mais moi, je le trouve correct. Bah, de toute façon t'aimes beaucoup Verbinski. Bah ouais. Mais tant qu'on est dans le cinéma asiatique, The Eye, qui a été remaké également aux States, par des Français. bah, On le Old Boy aussi. Hein. Old Spike Boy, Lee. voilà. Taxi US, Alors Les ça, Visiteurs c'est en Amérique. Ça, c'est différent, ça. Le dîner de con, Ah Oui. putain, ça existe aussi Ça existe avec le dîner Steve de Carell et con. Paul Rudd. Ouais. Ah, et tu l'as vu? Non, j'ai vu le trailer, j'en ai vu assez. Je crois qu'il a autre chose à foutre, surtout. Mais non, moi en fait le souci que je peux avoir, à vrai dire, c'est pas tant le principe de faire un remake d'un film, c'est une nouvelle adaptation d'un bouquin qui a été très bien adapté. Par exemple, là ils veulent refaire Harry Potter, Ouais. qui est pas une... Enfin, j'aime bien les films, mais je trouve que peut mieux faire. Par contre, ils veulent refaire Le Seigneur des Anneaux, alors que les films de Peter Jackson sont Ils sont très très bons. sont des chefs-d'œuvre. Je veux dire, tu peux difficilement faire une meilleure adaptation que ce qu'a fait Peter Jackson, à mon sens. Et là, je ne comprends pas le principe. Parce que c'est voué à l'échec. Voilà, on a vu, bon, la série c'est pas une réadaptation, mais Les Anneaux de pouvoir, ça C'est c'est... l'univers qui s'étend. Oui, et puis surtout, ça prend comme matériau de base le Silmarillion, mais ça le prend dans les grandes lignes. du coup Harry Potter t'es d'accord avec la série? Parce que c'est une série hein, qu'ils vont refaire. Bah c'est ça, c'est le fait que ce soit une série. Moi, En je une me... saison, un tome, ça peut être... moi je me dis, il y a des trous qui sont tellement massifs dans les films Hmm. que je me dis, tu vois, t'as moyen de gratter dessus. Après, c'est récent Harry Potter. Tu vois, quand tu fais certains remakes, quand tu sors un film qui a été fait dans les. Ou même une série, tu prends par exemple 21 Jump Street. Quand c'est fait, c'est quoi? C'est 2009, 2008 Alors, 2012. tu veux quoi? Tu veux la date? Alors, parce que premier, le série, film. la série, c'est les années 80. Le premier film, c'est 2012-13. Voilà, t'as plus de 30 ans qui sont passés. Tu passes de la série au film. Les matériaux sont super différents quand même. Là, je suis Mais d'accord. tu vois, ça ressuscite quelque chose qui était ancien. Je veux dire, Harry Potter, ça s'est terminé en 2011. Ça a marqué toute une génération. Refaire une série maintenant, c'est un peu absurde. Je veux dire, si tu me dis, on est en 2050, tu refais Harry Potter, oui, les films ont daté. Des mecs comme Daniel Radcliffe ou Emma Watson, c'est pas parlant pour les nouvelles générations. Là, tu ressuscites une œuvre. Tu ressuscites aussi un univers, un livre qui a eu un succès, ça a du sens, tu lui redonnes de la visibilité. Là, pour moi, faire un truc sur Harry Potter, c'est absurde. Mais moi j'allais dire qu'un bon remake aussi, c'est vraiment comme je disais que ce soit plus ancien. Genre par exemple Guadagnino quand il a fait Suspiria, il y avait 77, lui c'était 2018. 18, ouais. Il y a eu du temps qui était passé et en fait il y a des préoccupations qui changent quoi. Le film en 77 n'a pas du tout la même critique sur la société que le film de Guadagnino. Tout ça pour dire que oui, les remakes, ça peut être fait également pour ça, pour remettre au goût du jour une œuvre. Donc voilà. Mais juste pour revenir à Harry Potter, parce que je trouve que l'idée d'en faire une série, ça évoque bien le fait de la manière dont nos manières de consommer les images ont évolué. Parce que tu te dis pas, ils vont pas se dire je vais refaire des films, ils se disent non, je vais faire une série parce que je veux qu'il y ait plein de trucs qui peuvent être dits, etc. D'où la dichotomie, parce que les fans ils vont être en mode ah ouais, trop content, on va avoir tout ce qu'on n'a pas eu dans les films, ils vont pouvoir le mettre. Mais d'un autre côté, t'as les fans aussi qui vont dire bah attends, moi je veux pas qu'on me retire Daniel Radcliffe et Emma Watson, justement parce que ce que je disais Julien, c'est trop récent. Donc il y a une dichotomie et l'industrie veut aller plus vite que les spectateurs. Je ne saurais dire mieux. Et après, ouais, pour revenir à ce que tu avais dit par exemple sur. Quel exemple t'as donné déjà? 21 Jump Street. Ouais, et ben OSS 117, c'était déjà un remake de vieux films des années 50. Histoire Impossible, c'en était, c'est une adaptation. De série, ouais. Voilà. Du coup, effectivement, il y a ce Bah, rapport-là. les Incorruptibles aussi. Exactement. De Palma. T'as ce rapport-là à, au-delà de réactualiser, c'est transposer une histoire et un univers dans une époque plus contemporaine. Mais moi, je perds jamais de vue que quand on parle de remake, même si ça peut faire lever des yeux plutôt, ça ne nous prive pas du film qui existe de base. Ça te permet de le redécouvrir aussi. C'est ça. Il y a un côté un peu bonus. Bon, c'est un bonus bâtard parce que tu sais très bien que les producteurs font ça pour se faire de la thune, hein. Mais ça va pas m'empêcher d'avoir mon plaisir devant le Seigneur des Anneaux, tu vois. Moi je pense à Psycho, moi j'ai vu celui de Gus Van Sant et j'ai adoré. Ouais, j'ai pas vu, tiens. Tu vois qu'à travers ça, le mec est juste fan de Hitchcock qui refait bon
Après, plan par plan, c'est mais un plan par plan, Gus Van Sant. mais c'est quand même cool. C'est intéressant de le redécouvrir avec lui, quoi. Après, moi, c'est vrai que j'ai un autre remake que je déteste viscéralement, c'est le Coupé de Michel Hazanavicius. Autant j'adore son OS 117, autant je trouve que Coupé, non seulement c'est giga opportuniste, parce que là, c'est même pas un remake, tu sais, une réactualisation moderne, c'est une réactualisation occidentale d'un concept qui est universel. Mais moi, ce que j'avais trouvé ça odieux avec Coupé de Hazanavicius, c'est que le film passait à Cannes et qu'il y avait écrit en gros sur l'affiche un film de Michel Hazanavicius Oui. sans jamais citer. Mais ça, Bah, c'est il les met un peu dans le film, les deux personnages. Non, Oui, mais il y a un C'est peu- du vol, je suis désolé. c'est mais du vol. c'est Oui, non, mais oui, vol. oui, oui, Coupé mais- d'Azanavicius, c'est du pur vol. Non, mais tu vois, il est un peu en mode non, mais regardez, j'ai mis les personnages du vrai film, ils sont dedans. Mais tu sens qu'il a fait le film pour se faire plaisir, parce qu'il se fait plaisir dans le film, mais tu sens aussi que 90% des blagues, c'est pas lui qui les fait. Et puis que même, moi, quand Hazanavicius était applaudi à Cannes pour ça, j'avais envie de le gifler, quoi. Ah ouais. Ah mais je trouve ça odieux, parce que, en plus, la communication ne disait jamais que le film était un remake. C'est-à-dire C'était que... dans les petits. C'est quand tu disais un Ça, c'est un article, problème de la c'était- com, ça. C'était tout en bas dans les articles presse. C'est ah oui, nanana, en fait, c'est une adaptation d'un film japonais, mais les gens ne coupez pas, ça a pas fait une grosse visibilité en France. Donc, Tu m'étonnes, même pas 50 000 En entrées. même temps, il est sorti le même jour qu'Avengers Endgame. Mais en fait, là où le bas blesse, en plus pour moi chez Hazanavicius, c'est que le film reprend tellement les blagues, reprend tellement tout ce qu'est Ne coupez pas, mais sans en comprendre le sens, parce que le film, c'est, je le disais, c'est une ode à la débrouillardise, alors que là, Hazanavicius se fout de la gueule de ceux qui font des films de série B dans Coupé. C'est que si t'as vu Coupé d'Hazanavicius avant, tu ne peux pas aimer Ne coupez pas. Parce Oui. que toutes les blagues, tu les connais déjà. Parce que, en plus, c'est japonais, donc la moitié du public français va être en mode ah non, je peux pas regarder, c'est japonais, j'ai pas envie de sous-titres. Donc c'est un film qui juste profite d'un autre et qui lui ôte tout l'intérêt. Hmm. Donc c'est pour ça, il y a le bon, il y a le mauvais remake. Non, mais de toute façon, c'est ça. Tu as des remakes qui, comme on disait, ça va réactualiser une œuvre, ça te permet de découvrir une œuvre ancienne, et d'autres, tu as des remakes ultra opportunistes qui viennent te gâcher les œuvres originales ou qui le font dans des intérêts purement économiques. Mais on parlait de Scarface de base. Il devait avoir un remake de Scarface. Et je me rappelle à l'époque, il y a des gens qui gueulaient en disant non, Scarface c'est trop mythique. Mais déjà, les gens, et la plupart des gens ne savent même pas que le Scarface de De Palma est une adaptation de C'est ça. Howard Hawks, que le Scarface de Howard Hawks était mythique à son époque, que le Scarface de Palma fut mythique à son époque. Donc en fait, Scarface c'est le pur film qui est fait pour être remaké. Surtout que chaque Scarface prend en compte son époque. Le premier de Howard Hawks, c'est Al Capone, c'est la Prohibition. Et là, celui de De Palma, c'est les années 80, c'est Miami, c'est la cocaïne. C'est tout un univers. Et ben là, en fait, c'est pas un film qui est parfait pour être remake, Scarface. Juste pour la petite info, en plus, il y a plein de réalisateurs qui devaient faire le remake. Il y avait David Ayer, ce qui a fait Fury Suicide Squad. Suicide Squad lequel? Le premier. Le premier, mauvais. le premier. Bon, cool. David Yates, Pablo Ouais. Larraín et Antoine Foucault. Je t'avoue que c'est pas des noms qui me font bander. hein. Alors, C'est Antoine vrai. Foucault, c'était la trilogie Equalizer. C'est ça, c'est la trilogie. quoi. Pablo Larraín, c'est Spencer et le Comte. Et David Yates, c'est les Animaux Fantastiques, Marchands de douleur. Et les Harry Potter de Du 5 à 8. ouais. Ça me fait pas bander. Désolé. On verra. À quel mec tu voudrais voir sur un remake de Scarface, franchement? Bah, moi, c'était Guadagnino, c'était Moi, cool. je veux voir Martin Scorsese. Non, j'en ai marre. On parle tout le temps de Martin Scorsese. Non, j'ai pas de nom, moi. Non, mais tu vois, l'avantage, c'est que ce soit Howard Hawks ou De Palma, c'est quand même un des mecs qui avait, malgré les studios de ça, qui avait quand même une patte d'auteur à travers leurs films. Et donc, en fait, un remake de Scarface bien, faudrait un auteur quand même. Mais quelqu'un qui a envie de casser un peu des codes. Parce que je pense que De Palma, il a ce côté-là un peu genre très... il secoue, il aime bien secouer le Ce monde. serait écrit par les frères Cohen, normalement. On n'a pas encore l'info, mais c'est les frères Ça Cohen. pourrait aller dans le sens des frères Cohen, le côté très acide de leur humour. Voilà, je trouvais plus le mot, donc ça pourrait. Et ils ont un univers bien à eux, donc ils pourraient y prendre le matériau et vraiment en faire quelque chose, par exemple. Moi, j'ai plus rien à dire là-dessus. Moi non plus. Non, on peut clore le débat. Oh, bah le débat est... Clos. Oui. Même si j'ai l'impression qu'on a évoqué que la. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Même si j'ai l'impression qu'on a évoqué que la surface du truc tellement il y a creux. Ah, dans c'est- les- Ah oui, non, mais Très dans- large. excusez-moi, Tu pourrais analyser remake par remake, voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Mais... C'est ça, hein, si un jour vous avez envie de faire un Joker, mais spécifiquement sur un remake précis, bah il y a moyen. Grand bien vous fasse et Je on veux le dire, fera. De la même manière, si t'as parlé de Scorsese la dernière fois, si t'as envie de faire un Joker spécifiquement sur un film en particulier de Scorsese, ça peut se faire. Ah. Après, faut qu'on ait vu le film Faut aussi. qu'on ait vu le film. Donc Oui. faut s'assurer. Donc tu demandes, mais discrètement, tu fais ah ouais putain les gars, vous avez vu ce film? Ah ouais, avant d'enregistrer. Ne vous inquiétez pas, j'ai plein de réalisateurs dans ma poche à déballer. Là. Excellent, excellent.
Messieurs. Alors, Monsieur Fred, il donne sa carte Joker à qui pour la prochaine fois? Ah oui, c'est moi qui la donne à quelqu'un. Et là, en plus, il n'y a pas un délire genre de. Voilà, de on va suivre pas un ordre dire ou quoi, on là, fait c'est un moi- Tu cycle. choisis qui tu veux. C'est parce moi que qui décide c'est là. toi qui relance le cycle. Là, c'est toi qui décides. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Et si, pardi. Oh bâtard. Eh oui. Alors, je choisis pour la prochaine carte Joker. Julien. Ok. Il va sortir quel réal cette fois? C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, yeah! Yes, we did it! C'est gagné. Il avait dit qu'il C'est le la mettrait, il l'a fait, il tient ses promesses. Mais tu sais qu'en plus j'ai appuyé sur le bouton en me disant attends c'est quoi déjà ce truc. J'ai vraiment fait au hasard. En plus on l'a pas mis quand on a gagné au jeu. Ah oui. Donc on le remet. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, yeah! Yes we did it. C'est gagné. Sur ce les amis, on va vous dire au revoir. Au revoir, à la prochaine. On Au sait pas revoir. quel film on va chroniquer, on vous tient au Il y a courant. trop de films là. On vous Le tient au prochain. courant, hein, parce Il y a que... trop de Il y a films. trop de films. Mais du coup, pour savoir un peu de quel film on va parler, vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter et sur Instagram. Et vous pouvez bien évidemment nous suivre sur Spotify, Apple Music, sur la chaîne du Wishing Light Channel. Et on remercie toujours évidemment Cody Baby Ghost de nous diffuser. Et on se retrouve dans 2 semaines, le lundi désormais. On passe au lundi. À la prochaine les amis. Salut, à la prochaine. Bisous.